Retrouvez Nanatsu no Taizai avec une nouvelle histoire et l'un des personnages favoris, avec l'animation que tout le monde a adorée comme elle le mérite. Cette histoire doit être un mensonge, ou du moins, il semble que non. Avec cette histoire qui va vous plaire, passant des 7 péchés capitaux aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais commençons depuis le début, peut-être avec Perceval, un garçon de 15 ans qui aime chasser des oiseaux comme celui-ci avec l'aide de son grand-père. Malgré son âge, ce dernier est un homme très puissant. Et son petit-fils n'est pas en reste, avec beaucoup d'agilité et de force. Cependant, cela n'a pas d'importance pour eux. Ils aiment simplement cuisiner, chasser un moment, passer du bon temps ensemble, faire des compétitions de sumo, les choses simples pour être heureux. En plus de se préparer, car Perceval va avoir 16 ans demain, c'est la date à laquelle son grand-père et le père du protagoniste ont quitté le nid. Pour découvrir le monde qui se trouve en bas de cette montagne très haute, mais minuscule, et où n'importe quel aventurier serait heureux, car il peut y trouver des magiciens, des chevaliers, des sorcières et beaucoup de mystères. Quelque chose qui paraît indifférent au garçon qui souhaite juste passer ses après-midi et soirées avec son grand-père. Il le dit aussi parce qu'il aime le temps passé avec lui. Mais la vérité, et il ne peut pas le cacher, c'est que l'idée de parcourir le monde le fait rêver. Tellement que cette nuit-là, à force de penser, il n'arrive pas à rester en place et finit par s'endormir dehors, devant la maison. Et là, il voit s'approcher un chevalier sur une barque fantôme. C'est quelque chose qui l'impressionne, lui qui n'a vu que des nuages toute sa vie. Faites attention à ce détail. Comme le chevalier sacré Iron Sith, qui est à la recherche d'un vieil ami nommé Bergis, justement le grand-père, alors il le laisse passer. Cependant, il ressent une aura étrange chez ce type. Et grâce à un pressentiment, au lieu d'apprécier la barque, il sait qu'il doit rentrer chez lui. Et c'est que le chevalier retrouve son grand-père, et en le voyant utiliser une arme sacrée pour couper de la viande, il le reconnaît comme ce compagnon avec qui il s'est enfui de son maître il y a 16 ans. Et le vieil homme lui répond que c'est eux qui l'ont trahi, déclenchant un combat épique. Cependant, le chevalier lui est bien supérieur en puissance avec ses attaques en X. C'est alors que Perceval arrive pour voir son grand-père mourant. Et non seulement cela, mais le chevalier tue aussi le petit. Ce n'est pas pour une raison personnelle, mais parce que, selon la prophétie de Faudefer, les 4 cavaliers de l'Apocalypse apparaîtront bientôt pour tuer leur roi, et il doit éliminer les candidats potentiels. Cependant, il n'a pas pris en compte que le petit, malgré sa blessure et ses forts, il réussit à se lever pour dire adieu à son grand-père qui n'a pas eu cette chance. Se sent-il alors coupable de ne pas l'avoir protégé? Cependant, le vieil homme sait que dans sa vie, il finira par rencontrer la personne qu'il devra vraiment protéger. Il n'était qu'un vieil homme très heureux que son petit-fils ne veuille pas l'abandonner si vite. Et maintenant, avec la situation, il est libre de découvrir le monde en lui disant ses derniers mots. Et en fait, Faudefer est en réalité son père. Cependant, sans beaucoup plus de force, il fait simplement ses adieux à son cher petit-fils, laissant notre protagoniste qui passe plusieurs jours en deuil, trouvant même le cadeau que son grand-père lui avait préparé pour son anniversaire et une lettre lui rappelant à quel point ils étaient heureux ensemble. Donc, une fois guéri, le protagoniste enterre son grand-père et décide de partir à l'aventure vers le village. Cela lui prend plus d'1 jour et demi avant d'atteindre le sol de la chère Britannia. Ça vous dit quelque chose? Et voici un peu d'histoire, car cette terre, comme les fans le savent, a été divisée par la grande guerre entre démons et anges, qui s'est terminée grâce à un groupe de bêtes appelé les 7 péchés capitaux. Et maintenant, nous nous retrouvons dans la même Britannia, mais 16 ans plus tard. Et c'est ici que Perceval, un peu perdu, rencontre ce renard qui semble ne pas le comprendre, mais auquel il s'attache. Et il le suit, jusqu'à ce qu'il tombe sur ces artistes de cirque qui s'entraînent à leur tour et qui, sans s'en rendre compte, ont un spectateur très enthousiaste devant leur travail. Malgré tout, le plus rusé du groupe, Donnie, profite de sa naïveté et lui fait disparaître ses affaires pendant qu'il s'enfuit. Les 2 autres savent donc que leurs actes sont très mauvais, surtout que ce garçon semblait si seul. Cependant, avant qu'il ne puisse revenir, le prota les rattrape et de manière naïve, il appréciait beaucoup le tour de Donnie. Ainsi, il gagne un peu d'affection de la part de ce groupe. Il leur demande alors s'ils connaissent Iron Sith, le chevalier sacré qui a tué son grand-père, en le disant sans aucune gêne. Bien que personne ne sache rien, il lui conseille d'aller demander au village voisin. Même sans talent de saltimbanque, ils en profitent pour se rapprocher de lui en partageant leurs problèmes et leur travail avec la magie. Parce que les 3 n'ont pas pu aspirer au but de tout aventurier, devenir un chevalier sacré, car leur pouvoir n'a jamais été suffisant. Mais bon, ils continuent à leur chemin. Cependant, il semble que le village soit attaqué par un loup et c'est leur chance de gagner un peu d'argent.
ou au moins le gîte. Le petit loup se révèle être un monstre. Il vaut donc mieux fuir. Cependant, dans la cabane, il y a des victimes. Et le protagoniste s'est promis de ne jamais abandonner personne s'il a le pouvoir de les protéger. Cependant, en utilisant l'arc, il se met simplement en danger. Et c'est là que Donnie, qui dans son orgueil, fait ressortir un peu ce chevalier qu'il veut devenir et finit assez blessé. Alors Percival, en voyant cela, libère son pouvoir et utilise seulement ses mains. Dans une scène impossible, il abat la bête d'une simple gifle. Cela libère un sceau maudit, déjà observé avec l'oiseau que son grand-père avait chassé quelques jours plus tôt. Mais l'important, c'est qu'il devient un véritable phénomène dans le village et désormais un héros pour tous. Mais la célébrité ne l'intéresse pas vraiment. Il prend juste un bain avec Elba, avec qui tout se passe naturellement. Il se voit nu, en profite pour discuter un peu tout en se rapprochant beaucoup. Et ici, elle pense que Percival est un enfant, mais il s'avère qu'il a les mêmes 16 ans que les autres. Et c'est ici que commence sa quête d'Ironseed. Cependant, personne ne semble avoir d'informations, ou enfin presque personne, puisqu'apparaît ce guerrier en armure nommé Pelgar, qui non seulement connaît Ironseed, parce qu'il ressemble beaucoup à son grand-père, au point qu'il commence à leur manquer de respect, et que le grand costaud s'interpose seulement pour se prendre un coup de cette bête inébranlable. Alors n'étant pas d'accord avec Percival, il engage un combat où le chevalier semble avoir beaucoup de foi en la force du héros. Mais cela ne lui apporte pas grand-chose. Il le comprend car il n'utilise ni armes ni magie. Il ne lui reste plus qu'à le forcer à se rendre pour l'emmener, tandis que les autres assistent impuissants à la raclée, les coups devenant plus douloureux à mesure qu'il refuse de céder. Cependant, lorsqu'un enfant du village décide de le motiver, tout change, car pour la première fois, il parvient à bouger l'armure la plus lourde du village. Pensant ne pas avoir de magie, il ne comprend pas ce qui arrive à son corps. Mais son pouvoir est immense et le chevalier le sait, alors il utilise aussi sa propre magie. Le protagoniste lui a dit gentiment que c'était le plus juste pour le combat. Cependant, les flammes de Pelgar finissent par être trop puissantes et enveloppent le protagoniste, qui devrait abandonner avec de telles blessures, mais il ne le fera pas. Et il se passe quelque chose de curieux. De nombreuses marionnettes du protagoniste apparaissent, ce qui est très intriguant. Parce que même si les créatures ne sont pas très puissantes, Percival utilise plusieurs types de magie. Autant par son aura dorée, par ses petites créatures de transmutation, et aussi parce qu'il est en train de se soigner lui-même. En tant que chevalier expérimenté, il n'a vu qu'une seule personne sur 1 million capable de faire cela, c'est pourquoi il doit maintenant l'emmener avec lui. Cependant, Perceval veut poursuivre le combat, donnant au peuple espoir et illusion de victoire. Et c'est Donnie qui parvient à gagner un peu de temps grâce à sa magie, car il sait que la force de ce chevalier noir est retenue. Alors, avant que la tragédie ne se produise, Donnie décide d'utiliser quelques-uns de ses tours. Mais il est déjà trop tard pour fuir. Heureusement, le renard de tout à l'heure apparaît, et sans en faire trop, il se met sur le chemin des protagonistes. Et en utilisant un orbe magique, il emmène ses humains, avant qu'ils ne soient tués, jusqu'aux os d'un dragon. Et c'est ici que, sorti de nulle part, la créature appelée Sin commence à parler, et dit au protagoniste qu'il doit l'accompagner avant que ses chevaliers noirs ne le trouvent. Cependant, il a besoin d'une explication sur ce qui se passe, nous racontant qu'il existe une organisation de chevaliers noirs, qu'ils partagent certaines similitudes dans leurs armures robustes et qu'ils servent le roi maléfique, qui a peur, car la prophétie dit que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, nommés guerre, famine, peste et mort, mettront fin à sa vie. Tous sont impressionnants. Alors, avant qu'ils ne détruisent le monde, il y a des gens comme le roi qui veulent les éliminer. Et l'organisation du renard cherche à empêcher les cavaliers de semer le chaos. C'est pourquoi il doit l'accompagner, et s'il accepte, il l'aidera à trouver l'endroit où se trouve son père. Mais d'abord, ils devront voyager à Lyonesse, une ville qui lui est assez familière. Pendant ce temps, allons à Camelot, un royaume caché où se rassemblent les chevaliers noirs. Et leur chef leur donne plus d'indices sur les cavaliers. Comme quoi ce sont des adolescents qui possèdent certains traits de pouvoir et certaines caractéristiques physiques, avec des coiffures un peu excentriques. Ce qui rappelle à Ironside, qui est présent, son fils, dont il n'a pas vraiment vérifié s'il lui avait ôté la vie. Quelque chose que Pelgar considère comme un gâchis, puisqu'il pourrait entraîner le petit comme allié avec tout ce pouvoir. Cela crée une tension entre ces deux-là, car le père doit éliminer Percival, par fierté envers son roi, ce qui lui fait même perdre tout sentiment pour ce fils qu'il a. Et en plus, parce qu'il a peur de son pouvoir, car c'est le cavalier qui a le plus de chances de détruire ce monde, mais qui pourrait aussi être un enfant qui s'amuse à poursuivre tout ce qu'il voit. Bon, voyons voir, il se perd même dans une forêt où les fées remarquent qu'il est entré. Pendant que Donnie et Shin, à la recherche de nourriture, rencontrent cette géante qui, pendant sa prière, parle avec l'humain.
car dans la forêt où elle vit, il y a récemment eu des créatures inquiétantes, justement celles que Percival chasse pour le dîner. Le problème, c'est qu'il entend des cris dans une petite maison, et en enquêtant, il tombe sur cet otage qu'il parvient à libérer et à faire s'échapper sans problème. Cependant, quelqu'un était derrière, et il en profite pour endormir le protagoniste et remettre à sa place le sujet d'expérience qu'il lui avait pris, avec un visage assez macabre, puisque le type connu sous le nom de Nascience était le responsable de tout le chaos dans la forêt. Et ces créatures mutaient, et c'est quelque chose que craignent aussi bien les fées que la géante, car ce type est surnommé l'herboriste. Dément, parce que ses expériences avec des créatures vivantes sont les plus macabres. Pendant ce temps, ses compagnons Donnie et Shin le cherchent, craignant tout ce qu'ils pourraient lui faire. Ce type appelé Nascience, avec ses potions, surtout vu la mauvaise réputation qu'il traîne auprès de toutes les créatures. Même s'il est vrai, la géante ne semble pas vraiment d'accord avec ça. Pendant ce temps, le protagoniste à moitié nu est prêt pour les expériences, pour lesquelles Nascience lui a enlevé ses vêtements. Parce que ses habits contiennent une charge magique cachée. Attention à cela, en fait il reçoit des doses de potions que son corps assimile instantanément, tout comme leurs effets. Ce qui enthousiasme l'herboriste, qui a maintenant le sujet d'expérimentation parfait. Cependant, quelque chose cloche, car le type est plus calme qu'il n'y paraissait. En fait, il est très empathique, et on peut dire qu'il l'a pris pour reine, parce que c'est lui qui l'a attaqué en premier chez lui, tout comme l'avait fait la fée qui était là avant. Et son regard de vieux pervers, il l'a depuis qu'il est enfant. Cela vient du fait qu'il montre tout ce qui l'enthousiasme, en se mordant et en laissant entendre que le but de ses potions n'est pas si personnel, on dirait. Pendant que Donnie et les autres essaient de survivre à toutes les bêtes montées de la forêt. Maudissant l'herboriste qui, après avoir résolu le malentendu avec le protagoniste, décide de le laisser partir. Si son corps parvient à supporter la potion ultime qu'il est en train de préparer, laquelle pourrait aussi bien le tuer facilement. C'est pourquoi le protagoniste, qui aurait pu se libérer depuis un moment, s'éloigne et prend ses affaires pour que Nasien, désespéré, l'attaque, et le protagoniste sans problème esquive tout sans difficulté. Cependant, en entendant le type désespéré, il se rend compte que cette potion est justement préparée pour sauver la vallée. Quelque chose qui ne correspond pas à nos connaissances actuelles. Il décide donc de faire confiance à ses paroles et boit lui-même le poison, qui le fait se tordre un peu, mais il se relève rapidement avec plus de force et l'énergie nécessaire pour parcourir toute la Britannia en un instant, faisant l'expérience. Un succès grâce à l'intuition du protagoniste. C'est pourquoi Nasciens lui est très reconnaissant. Decide tomarse el resto de la poción. Il lui demande d'aller dormir pendant que Donnie et les autres arrivent soudainement vérifier si le protagoniste va bien, alors qu'il est avec l'ennemi de toutes les fées de la vallée. Cependant, alors qu'il est inconscient, il mentionne Ordo. Et selon les petits êtres, Ordo a été, il y a longtemps, le premier humain à avoir touché cette forêt. Et c'était une personne très gentille qui a consacré son temps à étudier toutes sortes d'ingrédients et à préparer des médicaments justement pour les créatures. Il est devenu une sorte de chef à cet endroit. Et avec le temps, il a fait la connaissance de la nonne et de Nasien. Abandonné dès l'enfance, il a choisi de les recueillir et de s'occuper d'eux comme ses propres enfants. En grandissant, il leur a tout appris sur les plantes, les ingrédients et la préparation des meilleures potions. Du moins jusqu'au jour où il a disparu, ce qui a poussé Nasien à s'enfermer dans sa cabane comme un fou. Donc il y a pas mal de mystères. Mais ici, l'herboriste commence déjà à reprendre conscience. Et il voit que l'état de la vallée empire, alors il doit utiliser sa préparation. Même si les fées du coin ne le laissent pas faire en l'attaquant sans réfléchir, donc Perceval est le seul à le défendre, lui donnant confiance grâce à l'expérience qu'il a en cours. Alors, lorsque le brouillard toxique commence à se répandre, éliminant toutes les créatures, Nasciens utilise sa capacité venimeuse qui consiste à assimiler n'importe quel liquide qu'il ingère et à le répliquer avec son pouvoir. Il la répand instantanément dans toute la forêt, ce qui commence rapidement à avoir un effet positif sur toute la vallée, y compris sur les créatures transformées. C'est la raison pour laquelle tout le monde l'a accusé, mais il ressent aussi de la culpabilité pour cela. Et c'est que son père lui a appris que pour comprendre les poisons et trouver le remède aux maladies, il doit travailler avec les poisons eux-mêmes. Même s'il devrait se sentir comme la pire personne jusqu'à présent, grâce à son travail, il a pu renverser la situation. Les choses se calment pour l'instant, tandis que Percival se fait une coupe mulet grossière et qu'il ne reste que les faits. Il s'excuse pour toutes les rumeurs qu'ils ont créées sur l'herboriste, et celui-ci leur dit que le vrai héros, c'est le protagoniste, qui, dans sa naïveté, savait le risque qu'il décidait de prendre pour accomplir cette tâche. Cependant, le renard et ses sens se rendent compte que le poison est encore répandu sur la terre et la source. C'est une fissure dans la montagne, assez suspecte, de laquelle émerge une créature désagréable et déformée,
dans le pur style des titans. Il s'avère que c'est le maître Ordo, qui semble très agressif mais qui attire à lui. Heureusement, sa sœur l'arrête au dernier moment car le corps de cette bête produit la toxine, celle qui a contaminé la vallée. Cependant, le garçon ne peut pas le comprendre en se rappelant l'amour de sa mère pour les créatures et pour cette forêt. Alors dans son entêtement, il s'approche de lui, essayant de le raisonner avec des mots, s'exposant ainsi à un danger. Alors que le protagoniste et sa sœur tentent de le protéger, la jeune fille s'interpose et se retrouve grièvement blessée. Et c'est là que la fée douce que le protagoniste a sauvée entre en scène. Et il s'avère qu'elle est l'auteur de tout ce chaos, et qui a été chargé de transformer Ordo, avec la justification que le vieil homme est un pécheur né, et que détruire toute cette zone est la façon de se racheter. Alors à ce moment-là, Perceval change de personnalité, et rempli de rage, ils jurent qu'ils récupéreront son grand-père, et qu'il ne se laissera pas tromper par cette fée. Encore une fois, l'histoire continue avec Perceval, qui est motivé à sauver son père adoptif. Cependant, dans l'état où il se trouve actuellement, il ne sait pas quoi faire. Messine a toujours des idées, car le plus rapide serait d'éliminer celui qui contrôle Ordo. Et ce n'est qu'une simple fée. Cela ne devrait pas poser de problème si ce n'était pas parce que derrière ce visage attendrissant se cache Talisker, un autre des chevaliers qui travaillant pour le roi de Camelot. Et par conséquent, Perceval sait que c'est un ami de son père. Cependant, l'homme sûr de sa force et voyant le désespoir de l'herboriste, lui propose un marché. S'ils arrivent à lui porter ne serait-ce qu'un coup. Lui diront-ils la raison pour laquelle son père adoptif est dans un état aussi déformé, voire pire? Et s'il parvient à le vaincre, il aura la possibilité de rendre à Ordo son état humain. Et même si Sin sait que ce ne sont que des provocations, il n'écoute pas et décide d'attaquer sans réfléchir, avec son autre capacité qui lui permet de générer du poison sur différents objets qu'il peut même disperser. Alors Perceval souhaite aussi l'aider, mais il ne le laisse pas faire, car quelqu'un sans pouvoir magique serait une proie facile pour Talisker. Et comme le protagoniste ne peut pas invoquer sa magie, il reste là comme un idiot pendant que l'herboriste tente d'attaquer. Cependant, l'ennemi contrôle la météo à volonté et fait tomber de la grêle à laquelle son rival ne s'attendait pas. Et c'est Perceval qui, grâce à sa vitesse, finit par sauver Ordo, qui apparaît par derrière et frappe son petit-fils. C'est donc Perceval qui utilise maintenant son corps pour arrêter les coups. Il tente de lui faire retrouver conscience avec des mots et parvient parfois à le faire douter, jusqu'à lui arracher une larme. Alors Talisker commence à s'impatienter à cause du retard et lance à nouveau une attaque de grêle qu'ils ne peuvent pas éviter. Encore une fois, le protagoniste utilise son corps pour stopper la glace, encaisse de nombreux coups, mais atteint son but. Pendant ce temps, les autres le trouvent très blessé, ce qui montre la motivation de Perceval à aider les siens. Alors Talisker s'ennuie et décide d'en finir une bonne fois pour toutes. Cependant, une lumière éclaire tout, créant une aura de puissance autour du protagoniste, similaire à celle des créatures vues récemment. Mais cette fois, elles sont plus difformes et avec une évolution évidente de puissance, quelque chose que même ses compagnons ne comprennent pas. Pourquoi cela arrive-t-il? Donc à ce stade, une simple attaque de Talisker. Y de probar otra cosa. Maintenant, ces créatures amorphes le dominent complètement. Et c'est parce que le protagoniste cherche à lui faire respecter les conditions qu'il a lui-même fixées au début du combat. Cependant, peu à peu, il se rend compte de la résistance du protagoniste et se sent assez diminué, même lorsqu'il finit par le soumettre d'une seule main, totalement entouré de pouvoirs magiques. Il doit avouer la vérité sur ce qu'il a fait à l'herboriste, sachant que tout le monde connaissait son attachement à Bossk. Et c'est que pour Talisker, mais en général, pour tous les chevaliers qui servent Arthur. Les humains qui consacrent leurs efforts à aider d'autres races que les humains eux-mêmes commettent un péché. Et ils ont adressé plusieurs avertissements à Ordo, dont, bien qu'il les ait entendus, il n'a prêté attention à aucun. Et il a fini par recevoir ce châtiment. Comme une bête consumée par des pulsions obsessionnelles, le forçant à attaquer la vallée qu'il avait lui-même protégée pendant si longtemps. Le chevalier est clairement convaincu que ce qu'il fait est juste, et pas seulement pour lui, mais aussi pour son roi. Quelque chose qu'un enfant ne comprendrait clairement pas. Alors maintenant, le type décide d'invoquer son pouvoir de foudre, convaincu que cette fois, il mettrait fin au combat. Cependant, Perceval attrape les éclairs avec sa main et les retourne contre son ennemi, qui ne comprend pas qui est cet enfant. Jusqu'à ce qu'il réalise que la description des cavaliers de l'Apocalypse correspond parfaitement à celui aux cheveux d'oiseau. Alors maintenant, il décide d'utiliser son pouvoir sérieusement, car c'est l'occasion d'éliminer la seule menace qui pèse sur les plans de son roi. Sin s'en rend donc compte, et maintenant qu'il comprend que la magie du protagoniste semble s'adapter à ce qu'il pense, il lui fait recréer l'arme parfaite. Et c'est ainsi que Perceval, en se rappelant de ses anciens exploits avec son grand-père,
il recrée cette grande épée qui neutralise facilement l'attaque de Talisker. Comprenant que s'il y a 4 de ces monstres, ce sera très difficile pour ses compagnons, parce que dans son cas, il est déjà presque mort, même si le protagoniste ne contrôle toujours pas une grande partie du fonctionnement de sa magie. Cela dit, on voit comment la nonne se réveille et surprend tout le monde avec sa nouvelle couleur de peau et la raison pour laquelle elle est en vie. Cependant, Sin sait-il que les géants de naissance ont la capacité de rendre leur peau entièrement métallique. Et c'est ce que la jeune fille a utilisé pour sauver sa vie au bon moment. Cependant, Ordo est toujours dans un état déplorable, ce qui fait que Nascience ne sait plus quoi faire, et il n'a qu'une seule idée en tête, retrouver son père, et tous les objectifs qu'il désirait tant. Cependant, avant qu'il ne puisse devenir triste, pleurer et tout, le protagoniste Essin, il trouve cet objet à l'apparence assez étrange que Talisker a laissé avant de mourir, et qu'il décide de détruire, libérant ainsi la malédiction qui retenait l'herboriste. Et cela fait le bonheur de tout le monde. Surtout pour l'antipathique Nascience, qui pour la première fois montre son bonheur sans se soucier de rien, donnant une leçon importante au protagoniste, qui plus tard n'hésite pas à le défendre avec ses amis. Pendant ce temps, Sin nous explique que le bâton étrange de Talisker s'avère être l'une des reliques du chaos. Chacun des chevaliers en possède une, et elle représente la plus grande malédiction de leur pouvoir. C'est pourquoi, ici, Percival décide que ce ne sera plus suffisant de botter les fesses de l'assassin de son grand-père, mais qu'il va aussi s'occuper d'aider toute personne qui souffre à cause de ses chevaliers et de leur bâton du chaos. Et bien sûr aussi à leur chef, Arthur. Mais pour l'instant, ils doivent commencer par voyager à Lyons, qui sera le premier village à visiter. Cependant, avant qu'ils ne puissent aller manger quelque chose d'une manière assez étrange, Sin avait déjà tout préparé. Avec cela, les créatures qui étaient maudites dans la forêt. De plus, l'herboriste finit par apparaître, et d'une manière assez étrange, il veut faire une déclaration au protagoniste, ce qui est plutôt anticlimatique. Cependant, il ne s'agit pas de cela, mais plutôt, avec une expression sombre, il leur dit qu'il les accompagnera dans leur aventure, laissant son grand-père et sa sœur derrière lui, puisqu'ils ont décidé qu'il s'occuperait de rendre la vallée de plus en plus productive et un meilleur endroit. Pendant ce temps, il peut poursuivre son aventure pour devenir un herboriste aussi bon, voire meilleur que son père. Cependant, Denis n'aime pas cette idée, jugeant qu'il n'est pas très utile à l'équipe et que sa personnalité est compliquée. Cependant, il finit par être accepté dans l'équipe grâce à l'utilité de ses poisons dans certains cas qu'il pourrait rencontrer. Pendant ce temps, les fées de la vallée, malgré leur tristesse, savent que le départ de leur vieil ami est ce qu'il y a de mieux pour lui. Car c'est la première fois qu'à Hassien, il rencontre une personne qu'il peut vraiment appeler un ami. Et cela se voit dans son expression de bonheur. Cependant, l'histoire continue et dans un village éloigné, Ironseed est réuni avec le duc du lieu, qui essaie de le convaincre de l'importance de retrouver l'une des pièces du cercueil de l'obscurité éternelle, cachée dans ce village, et qui servira au chevalier sacré pour éviter une catastrophe imminente dans le village. Cependant, Anne, la fille du duc, entre en scène et elle possède la capacité cachée de savoir quand quelqu'un ment. Et même si son père est le premier à le faire pour défendre sa ville, Ironseed est totalement corrompu par le mensonge. Alors, lorsque celui-ci tente directement de lui proposer d'être l'épouse de son fils, on peut voir le dégoût sur son visage. Alors son père met fin à la situation, cette situation, tandis que maintenant nous retrouvons les protagonistes qui survivent dans la Grande Vallée. Et Percival essaie de contrôler son pouvoir, qui est aussi instable et aléatoire que le village où il se trouve. Il trouve dans son sac le vieux couteau de cuisine de son grand-père. Il est évident pour tous que c'est une épée magique. Qui sait quel pouvoir elle a si elle a appartenu à un chevalier sacré. Mais bon, ils doivent maintenant se concentrer sur leur voyage vers Lyon, où ils pourront trouver l'entrée de Camelot. Cependant, ce sont des endroits qui n'existent plus pour les gens ordinaires. Mais si c'est Sin qui le dit, le protagoniste lui fait entièrement confiance. Cependant, comme ils n'ont pas les merveilleux orbes de téléportation qui d'ailleurs ont été créés par un personnage qu'ils connaissent et que nous connaissons sous le nom de Merlin. Mais pour l'instant, ils doivent trouver le sorcier le plus proche pouvant les fabriquer. Ils arrivent dans ce village où les créatures du protagoniste, disons, décident de déterrer cette étrange stèle dont ils ne comprennent pas d'abord ce que c'est. Jusqu'à ce qu'Anne apparaisse pour les accuser de voleurs et d'alliés d'Ironseed. Donc comme personne ne comprend ce qui se passe, la situation devient tendue. Cependant, alors que tout semble menteur, la jeune fille réalise que Perceval ne lui donne pas seulement la pièce, mais qu'il est totalement sincère. Elle n'avait jamais vu cela auparavant. Ainsi, lorsqu'elle apparaît, l'une des servantes essaie de ramener la jeune fille chez elle, et celle-ci décide, en dernier recours, de confier l'objet à Perceval. Cependant, au final, personne ne sait vraiment quoi faire avec elle,
Et c'est Sin qui leur explique que des pièces de ce type font partie d'un sceau très puissant. Mais le protagoniste ne pense qu'à vaincre son père sans tenir compte du chaos que cela pourrait provoquer. De plus, son pouvoir n'est toujours pas à la hauteur d'Ironside, donc pour l'instant, ils attendent simplement une réunion le soir, où le chevalier sacré expose l'importance de retrouver la pièce manquante du cercueil. Pendant ce temps, les protagonistes se contentent d'observer. Car selon Rouge, activer le cercueil est la seule chose qui peut sauver les villageois du désastre qui approche. Cependant, Sin sait que tout cela est un mensonge en voyant la pierre, car il s'agit d'un sceau qu'ils ont utilisé il y a 16 ans pour sceller les démons. Lors de la Grande Guerre, cela a coûté la vie à 16 âmes. Si Ironside cherche à l'activer, il doit suivre le même processus, probablement avec les âmes de ces pauvres villageois. Ainsi, Anne, qui sait aussi qu'il ment, l'humilie devant tout le monde et finit par révéler son pouvoir. Ironside la considère alors comme un danger potentiel pour son roi. Ainsi, avec toute cette agitation, le mieux pour les protagonistes est d'en profiter pour s'échapper. Cependant, malgré la colère qu'il ressent envers son père, Percival ne peut pas abandonner la jeune fille. C'est pourquoi il se montre à son père, qui le méprise comme toujours, et emmène Anne dans un endroit sûr où ils peuvent s'organiser et mettre la pièce en sécurité. Mais il est trop tard lorsque la servante se révèle être la familière d'Ironside. Et elle parvient à s'échapper, complétant ainsi le sceau qui déclenche maintenant un véritable chaos. Ils ne peuvent pas fuir, car tout le village risque d'être massacré. Le familier n'est plus lié au duc, et le rituel débute, libérant plusieurs ombres assoiffées de sacrifices. Ils se rendent en ville, désormais envahis de créatures amorphes, où Sin veut gérer la situation. Percival a une confiance aveugle en cela, et par conséquent, les autres aussi, surtout car ils doivent gérer le chevalier. Même en étant distrait par le rituel, personne n'échappe à son aura bestiale, semant la terreur chez tous, sauf chez Percival qui se lance à l'attaque. Cependant, la magie qui avait été si utile auparavant se retrouve humiliée par la puissance de son père, qui n'a pas de rival, même en n'utilisant qu'une seule main. Ainsi, Donnie, à l'idée de mourir de cette façon, préfère s'enfuir, ce que Percival ne considère même pas. Il continue d'attaquer, cette fois en unissant ses forces avec le reste de ses compagnons. Comme Anne, qui a une grande habileté à l'épée, ce qui, malgré tout, n'est pas suffisant. Mais personne ne s'attendait à ce que Nazien intervienne. L'épée de la jeune fille. Et celle-ci parvient à atteindre l'ennemi, ce qui réduit considérablement sa mobilité et ne fait que l'énerver encore plus. Et maintenant, ses attaques uniques se transforment en une pluie de X acérés. Pendant ce temps, Donnie, face à la situation critique du village, se rend compte qu'il ne peut pas simplement fuir, avec autant de gens souffrant à cause des démons agissant contre leur volonté. Pendant ce temps, au château, l'équipe survit grâce aux soins de Percival. À ce moment-là, son père commence à le torturer, expliquant qu'il a tué le grand-père simplement parce que son roi le croyait l'un des cavaliers et qu'il devait obéir, et aussi parce que le grand-père lui avait volé un objet important. Cependant, il sait qu'à ce moment-là, il s'est trompé de cible et il continue de l'attaquer brutalement. Il sait que son fils est le vrai cavalier qu'il cherchait et doit maintenant le tuer pour que les plans du roi aboutissent. Alors il le transperce avec une épée, tandis que personne ne peut rien faire pour le sauver. À peine Nazien récupère-t-il le corps, et même avec Linda lui donnant à boire, la potion améliorée n'a aucun effet, laissant une situation tendue avec un enfant tué par son père quelques jours après qu'il ait tué son grand-père louche. Pendant ce temps, Donnie, après avoir aidé au village, retourne au château soutenir ses compagnons. Là, une créature de guérison du protagoniste apparaît sans raison apparente. Bien que le propriétaire ne s'y attendait pas, Ironside décide de l'achever avant qu'il ne devienne dangereux. Cependant, ce n'est pas si simple, grâce à Inaziens et Anne, qui refusent de laisser mourir la seule personne sincère qu'elle ait rencontrée. Pendant ce temps, des créatures apparaissent partout autour. Tout cela tandis qu'Anne, maintenant avec sa nouvelle coupe offerte, fait face à la situation du mieux qu'elle peut. Même si Ironside attaque encore, il paraît moins efficace face à la démonstration du protagoniste. Voyant la rapide évolution de sa puissance, il comprend qu'il est trop dangereux de le laisser vivre et doit l'éliminer immédiatement. Le pouvoir de Percival repose sur la motivation de son grand-père et de ses compagnons. Cette capacité s'appelle espoir. Pendant que les démons commencent à attaquer les villageois, malgré la diversion de Donnie, cela ne sert à rien. Un guerrier apparaît, utilisant des couteaux avec une grande habileté, éliminant sans difficulté chaque démon qu'il rencontre, l'un après l'autre, sans même faire d'effort. Pendant ce temps, le familier d'Ironside ne peut rien faire d'autre que regarder tout le plan de son maître s'effondrer jusqu'à ce que vienne son tour. Les protagonistes en concluent donc que cela est dû aux alliés que Sin a recrutés. Et c'est ici que la situation change, car le chevalier sacré commence à accepter l'échec de son plan. Et comme cela représente un déshonneur pour son roi, qui va probablement finir par le tuer.
Ainsi, en voyant tout le mal qu'il a fait à son père et à son fils. Comme dernier souhait, il veut voir le visage de Perceval de près. Une dernière fois, ce qui parvient à émouvoir le protagoniste, car cela reste son père. Mais Anne lui fait clairement comprendre qu'Ironside est entouré des pires mensonges, ce qui met l'ennemi en colère. Qu'il ne supporte plus cette fille étrange, et encore moins son fils, qu'il ne fait qu'insulter tout en essayant de l'attaquer. Cependant, maintenant, Perceval peut esquiver plus facilement en utilisant son pouvoir et sa cape. Mais il ne peut pas fuir éternellement. Profitant de l'effet persistant du poison de Nascience, ils attaquent une première fois, sans grand succès. Grâce à l'effet de surprise, la compétence de Donnie et un piège classique, ils parviennent à éloigner le cercueil, séparer les parties et garder la plus importante. Ils parviennent également à dévoiler le visage de l'ennemi qui se retrouve complètement dépassé, malgré sa force brute. Il admet que Percival s'en est très bien sorti. Cependant, il sait aussi qu'il ne fait que retarder un peu la chute imminente de Lyonesse, qui parviendront à remettre de l'ordre dans l'endroit. Avant qu'il ne puisse continuer à se battre, un autre chevalier nommé Morlange l'interrompt, lui rappelant qu'il y a des priorités. Et dans ce cas, il y a un guerrier inconnu dans la ville qui, d'après ses attributs, pourrait être associé aux 7 péchés capitaux. Quelque chose qui ne leur convient pas du tout, les force à se retirer, le regard rempli de haine envers son fils. Nous restons avec la fin du combat et une victoire pour l'équipe épuisée. Cela dit, tant le père d'Anne que les villageois remercient pour tous les efforts fournis, surtout pour cet allié qu'ils ont obtenu. Shin, qui de façon suspecte, après être revenu, a inventé une excuse sur la façon dont il a réussi à l'appeler. En tout cas, la tranquillité s'installe dans le village, tandis que Percival ne pourrait pas être plus heureux. Cependant, comme toujours, il garde sa douleur pour plus tard et le lendemain matin. Il se souvient à quel point son père ressemble à son grand-père, même dans ses expressions, même dans sa façon de parler. Cela le rend tout simplement très triste, car il s'agit d'un enfant qui doit ressentir la haine de son père. Mais bon, maintenant, nous allons à Camelot, où pour la première fois, nous voyons Arthur Pendragon, le chef suprême de ses chevaliers, qui réprimande Ironside pour son échec. Même s'ils sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ils restent des enfants qui l'ont vaincu. Le vieil homme l'accepte aisément, tout comme sa punition. C'est pourquoi le chef utilise sa force obscure et à travers une technique assez macabre, il semble fouiller en lui avec une douleur atroce. Pendant ce temps, Arthur lui raconte qu'il a créé la terre de Camelot pour que les humains n'aient pas à souffrir à cause des guerres des autres races. Cependant, tant que les 7 péchés capitaux ou les 4 cavaliers de l'Apocalypse existeront, il ne pourra jamais accomplir son plan. Le ramenant à la réalité, où Arthur a guéri le poison qu'Ironside avait encore dans son corps, et décide de lui donner une nouvelle chance de réaliser ses plans. Cependant, pour le moment, il ne doit pas chercher Percival, ni le guerrier inconnu, mais simplement trouver la jeune fille qui sera sa future épouse. Et cela a-t-il un rapport avec le fait qu'il puisse devancer ses ennemis? Pendant ce temps, après que les protagonistes ont reçu les remerciements du duc, celui-ci leur raconte quelque chose de plus sur Ironside, comme le fait qu'il ait été le compagnon d'armes de sa femme en tant que chevalier sacré, et qu'elle n'ait jamais cessé de dire des merveilles sur son camarade. Un incroyable sens de la justice et de la gentillesse qu'il a toujours eu, dont il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. Mais ils sont interrompus car Anne arrive avec un nouveau style, pas seulement de coiffure, pour marcher sur les traces de sa mère comme chevalier sacré. Et comme son père sait qu'il ne peut pas l'arrêter, il la confie à Percival, qui est la personne idéale dans cette situation. Ainsi commence une grande équipe à laquelle elle est plus que bienvenue. Le plus dur reste l'adieu à son père, malgré la grande confiance qu'il lui porte. Por lo que se reúnen todos, toman su... Et il ne peut pas se sentir tranquille face au destin qui l'attend, celui de détruire le monde entier. Mais c'est Shin qui le calme, en lui disant qu'il doit simplement obtenir du pouvoir et s'opposer à ce futur qui l'attend. Et s'il a besoin de soutien pour cela, il a ce formidable groupe d'amis qui l'accompagneront dans la décision qu'il prendra. En plus, ce garçon est vraiment doué, on ne peut pas le nier, mais bon. Mais dès le début du voyage vers Lyon, on se rend compte que le cheval pourri Kahang-A, et qui est un cadeau de son père, est le moins cher et le plus lent qui existe. Cependant, c'est la seule compagnie que la jeune fille a eue depuis son enfance, ayant une personnalité compliquée pour se faire des amis, même si maintenant elle en a, et de très bons. Cependant, le petit cheval est très compliqué, et ne peut même pas faire 1 kilomètre sans s'évanouir. Et ils doivent arriver à Lyons, un endroit qui rappelle à Aang, car c'est le foyer de ses idoles, les 7 péchés capitaux. Et c'est là qu'il pense réaliser son rêve de rencontrer le séduisant Méliodas, dont il a même un des avis de recherche. Attendez de voir la surprise qu'il va avoir avec le nain. Mais bon, elle propose qu'ils choisissent un chef, et comme aucun des autres ne remplit vraiment les conditions. Donnie, qui est aussi un bon chef, elle se présente comme la meilleure option. Cependant, même si elle a le titre,
Sin reste toujours le plus stratégique. Et il trace rapidement un chemin vers Lyon où il évite une forêt dans laquelle il pourrait facilement mourir. Mais en prolongeant un peu le récit du voyage, ils arrivent d'abord dans un village appelé Kant, où ils se rendent un instant dans l'une de ces tavernes et font la connaissance de Hauser. Il semble n'être qu'un simple ivrogne, mais il s'avère être l'actuel chef des chevaliers sacrés de Lyon. Et en plus, c'est l'oncle de Donnie qui, il y a longtemps, entraînait lui et son frère Edrin pour qu'ils deviennent de grands chevaliers. Mais si aujourd'hui l'un d'eux est artiste de rue, n'est-ce pas à cause de quelque chose à Lyon? Et qu'est-ce que c'est? Après avoir avancé avec le petit cheval endormi, ils arrivent en ville et sont surpris. Il y a beaucoup de commerce, mais en dehors du bar, des auberges et de la zone de combat, on remarque immédiatement quelque chose d'étrange avec les produits. Quand la Grande Anne décide de dépenser tout l'argent qu'ils ont dans des produits dont ils n'ont pas besoin, mais qui coûtent tous le même prix, même si ce sont des choses différentes. Malgré cela, ils y prêtent attention et choisissent de récupérer de l'argent, tandis que Donnie et Naziance préfèrent se détendre. Cependant, Donnie finit par retrouver son oncle, qui lui reproche d'avoir abandonné l'entraînement de chevalier sacré. Et maintenant, il ne fait que boire dans les villages, ce que Donnie ne peut pas nier. Pendant ce temps, on voit des gens mystérieux errer dans la ville et Percival gagner partout. Pas la même qu'avant, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus les mêmes, autrement dit, ils ont perdu. Pendant ce temps, Naziance trouve étrange que le chevalier sacré soit dans une zone si éloignée de Lyonesse. Cependant, ici, il commence à exagérer un peu avec son neveu, parce qu'il sait que ceux de Toketti, c'est la même, que c'est la même, c'est-à-dire la même, pas la dire, ne pas dire pas la même, c'est-à-dire de la même, ne pas dire qu'ils ne sont pas de la même, c'est la même, ils sont la même, c'est-à-dire non, la même sont de la dire. Dire, c'est-à-dire que non, pas la même, que dire que la même, dire de la même. C'est-à-dire que de la deux, c'est-à-dire dire que de la. Assez accablé par ce qui s'est passé, et puisque Hauser enlève l'argent à ce qu'il considère comme de simples enfants. Ceux-ci commencent aussi à s'énerver et décidant de résoudre ce qui se passe. Avec un bon combat, mais celui qui pourra supporter le plus d'alcool. Dans une séquence où Nassen, il semble assez confiant de ses capacités, tout en expliquant aux autres qu'il a déjà découvert ce qui se passe dans cet endroit. Et en fait, tout le commerce de Cannes est basé sur des objets marqués ou faits sur commande, et la vente de ceux-ci à des prix similaires. Ce qui n'indique qu'une seule chose, vu le style de ses habitants, c'est que tout le monde dans cet endroit est un voleur. Et même si Hauser est aussi arrivé à la même conclusion, il est déjà trop tard car ils sont encerclés. Et maintenant, ils se retrouvent face à leur chef, qui s'avère être l'autre apprenti du chevalier sacré, Edrin. Ils sont encerclés par une multitude d'ennemis qui avouent s'être emparés de la ville, désarmant tous les aventuriers qui s'approchaient, y compris maintenant le grand Hauser, mais ce dernier leur fait bien comprendre que ce n'est pas en lui retirant ses armes qu'ils le vaincront. En disant cela avec une présence imposante et qui semble plus puissante que toutes les autres. Si ce n'était pas parce que l'alcool qu'il a dans le corps est suffisant pour égaler celui du grand Hauser. Le cas Laosser, qui est le cas 2, réussit à endormir la majorité des voleurs. Mais Edwin semble avoir son atout dans la manche, avec cette sorte d'illusion de Percio, avec laquelle il finit par se faire frapper, et tout le monde est emmené dans un cachot. Pendant ce temps, Donnie, à l'extérieur de l'endroit, continue de réfléchir aux paroles de son oncle, dont il sait qu'elles sont très justes. Et c'est ici qu'il retrouve Thédrine, qui le considère toujours comme son ami. Cependant, il semble que tous les deux aient beaucoup changé, lui parlant d'une manière plus égoïste et sans cet esprit d'entraide qu'il avait auparavant. Malgré tout, il apprécie Donnie et lui propose de se joindre à un nouveau boulot lucratif qu'il a trouvé, ce que Donnie ne sait pas trop comment prendre. Et encore moins lorsqu'il lui raconte qu'il s'agit de voler les gens qui arrivent au village. Il se contente donc d'être heureux de l'avoir salué et décide d'aller chercher Percival. Cependant, Edrin lui dit qu'il les a tous enfermés et cela met le guerrier très en colère. Mais il ne peut rien faire en voyant l'arme secrète de son vieil ami, tandis que Gozer leur dit que ce lâche ne fera rien. Mais il s'avère que le barman que nous connaissions bien s'appelle Taizu. Le grand Taizu qui est gentil avec tout le monde, et il décide de les libérer en disant aux chevaliers sacrés qu'ils doivent s'occuper de l'arme de son apprenti, un grand dragon légendaire qu'il a apprivoisé d'une manière étrange. C'est donc une nouvelle mission. En réveillant Percival et Anne, qui apprennent à interagir avec le chevalier sacré, Taizu leur explique qu'Edrin n'est pas le méchant typique, car même s'il vole les gens, il les laisse toujours partir en faisant semblant d'être le plus fort. C'est quelque chose que le barman a remarqué dès le premier jour où il a mis les pieds dans la taverne, et en se laissant mal influencer, il a gagné du pouvoir et des gens peu recommandables derrière lui,
qui ont décidé de le soutenir après avoir volé l'œuf du dragon ancestral avec lequel il l'a maintenant apprivoisé. Cependant, après tout ce temps, le bébé dragon devrait déjà être sorti de sa coquille et la mère commence à le défier. Comme il ne s'agit pas de l'œuf original, mais seulement d'une copie qui est à la capacité d'Edrin à dupliquer, lorsque la mère s'en rendra compte, elle commencera à le détruire. Cependant, Kuzer ne veut pas le sauver parce que, selon lui, il le mérite. Mais Taizu a constaté que ce n'est pas une mauvaise personne qu'il protège les femmes et les enfants, allant même jusqu'à laisser en vie les chevaliers qu'il capture. C'est la raison pour laquelle il vient d'être trahi par ses subordonnés. Ceux-ci laissent tomber l'œuf et finissent par libérer la fureur du dragon qui commence à tout détruire. Pendant ce temps, ils apprennent qu'Edrin gardait le vrai bébé dragon, mais ne l'ont pas rendu à sa mère car il est malade. C'est ainsi qu'il est né. Il décide de le soigner tandis que les autres partent sauver Donnie, ce que son oncle ne comprend pas, car ils le soutiennent. S'il fuit toujours et que c'est Perceval qui le défend, disant qu'il n'est plus la personne dont il se souvient, car justement, il essaie de sauver son vieil ami pour qu'il ne tombe pas. Il lui confie qu'il veut désormais devenir chevalier sacré, ayant trouvé quelqu'un pour qui il vaut la peine de risquer sa vie. Cependant, ils sont justement attaqués par le dragon, et c'est le protagoniste qui le sauve avec sa magie, allant même jusqu'à renvoyer une énorme attaque de feu. Contre le dragon, ils ne peuvent rien faire, mais ici, on revient sur le passé de Hauser et sur la façon dont il croyait que Donnie deviendrait un grand guerrier, même s'il était peureux. Avec la motivation qu'il donnait toujours à Edrin, il pensait qu'il y arriverait. Cependant, nous revenons au présent, où le chaos règne, où tout est détruit. Le bébé dragon ne s'est pas encore remis et Hauser ne sait toujours pas quoi faire. Alors Shin, qui l'observait depuis un moment, lui avoue que tout n'est pas la faute de ses disciples, mais aussi de vouloir qu'ils deviennent des chevaliers aussi forts. Peu importe que chaque personne soit différente. Et même s'il est vrai que Donnie est un lâche, lors de la dernière bataille, il n'a pas obtenu la relique par hasard, mais c'était une mission suicide, où il a joué un rôle central. Tout comme Perceval, qui risque maintenant sa vie en révélant son identité de chevalier et en disant qu'il agit sur ordre du mystérieux roi de Lyon. Donc pour l'instant, ils sont en train de se faire massacrer, alors ils lui demandent de retirer enfin l'alcool de son système. Tous utilisent de la magie qui est inutile contre le dragon légendaire. Et ils ne peuvent s'échapper qu'avec des ruses. En plus, le petit cheval décide de tomber en panne au milieu de la fuite. Et maintenant, ils sont acculés. Cependant, voilà que des tourbillons apparaissent qui ne peuvent venir que de Hauser. Et même si tout le monde pense que c'est un ivrogne faible, il ne faut pas oublier que c'est le chevalier sacré qui a survécu à la guerre d'il y a 16 ans et l'a gagnée. Alors avec une grande habileté et des techniques au nom bien à elle, il finit par dominer la bête. Avec ce gigantesque cyclone, il gagne le respect de tous, surtout de Perceval, qui s'étonne de tout et veut maintenant devenir chevalier sacré comme lui. Pendant ce temps, Nassien parvient à faire apparaître le bébé dragon et à le réunir avec sa mère, ce qui la rendait inquiète. Mais par où? Edrin veut partir à nouveau? Cependant, son maître lui rappelle toutes les mauvaises choses qu'il a faites, tout en lui donnant un grand coup de poing. Tout cela pour lui faire comprendre que la moitié de la faute lui revient, car il lui a mis trop de pression lorsque Donnie a décidé de s'enfuir, ce qui n'a fait que le frustrer. Il admet donc qu'il est un mauvais maître et que tous les deux doivent recommencer à zéro. Il s'excuse aussi auprès de Donnie, car il n'avait pas compris qu'il avait appris à apprécier sa vie, même en étant lâche, après que sa mère lui ait demandé de vivre pour eux deux. Ce changement a eu lieu après sa rencontre avec Perceval et les autres, qui ont tout organisé pour que lui et son frère poursuivent leur objectif de devenir chevalier sacré. Et pour cela, il lui rend la relique, non sans l'avertir d'abord que tant qu'il possédera cet objet, tous les disciples d'Arthur seront à sa recherche. Ce n'est pas quelque chose pour lequel il est prêt et il s'enfuit à nouveau. Cependant, Perceval décide que c'est lui qui portera cet objet. Ainsi, avec un peu d'aide supplémentaire, Hauser finit par lui remettre l'arme qui l'accompagnera dorénavant. Cela fait réaliser à Shin qu'il n'a pas encore annoncé à son roi qu'il a trouvé le cavalier qu'il cherchait. Il s'éloigne donc un peu du groupe et prend la forme du héros, que nous avons vu il y a quelques épisodes et qui s'appelle Lancelot, puis il envoie une flèche en direction de Lyon. Où après un suspense incroyable et un mystérieux Sat, nous découvrons que c'est pour le roi Méliodas. C'est lui qui a été derrière tout ce plan pour sauver Perceval, nous laissant avec une scène incroyable pleine de nostalgie. Cependant, après l'apparition du capitaine Méliodas, nos protagonistes poursuivent leur aventure. Mais il est évident qu'ils ont besoin de se reposer, surtout avec le chemin qui les attend. Jusqu'à Lyon, même si Perceval semble seulement préoccupé de trouver un nom pour sa nouvelle épée incroyable, jusqu'à ce que tout le monde tombe dans un sommeil profond.
Du moins jusqu'à ce que Shin soit perturbé par ce qui semble être une apparition. Dans ce cas, une mystérieuse mariée qui lui sourit pendant que le renard n'arrive pas à distinguer de qui il s'agit. Quelque chose le laisse pensif, mais le lendemain, en voulant gravir la montagne pour voir la grande terre de Lyonnaise, il réalise qu'ils ne sont même pas à mi-chemin. Il leur reste encore 4 jours de voyage bien mouvementés. Alors au moins, ils profitent un peu de la descente. Shin est le seul à percevoir qu'ils sont surveillés. Et pendant que Percival arrosait les plantes, il tombe sur une sorte de village où tous les habitants sont des créatures assez sinistres, qui ne s'expriment qu'avec ce sourire figé. Malgré tout, les deux plus idiots décident qu'il est bon d'aller saluer les inconnus, pendant que le vieil homme qu'ils ont vu plus tôt réapparaît pour les avertir qu'ils ne doivent pas entrer dans une zone aussi dangereuse, car la véritable identité de ses habitants est cachée par le sceau qui entoure le village. C'est quelque chose qu'il aurait pu dire un peu plus tôt, parce que le duo intellectuel est déjà à l'intérieur. Tout comme Shin, qui comme toujours doit s'occuper de les protéger. Et c'est ici que Percival et Donnie tombent sur un tas de personnes sans âme. Du moins jusqu'à ce que ce vieil homme apparaisse, probablement le chef des lieux, qui décide de les accueillir comme ses invités avec la nourriture locale. Préparée par ses villageois pendant que le chasseur connu sous le nom d'Art leur en dit plus sur cet endroit qui est apparu soudainement il y a 10 ans et dans lequel, depuis lors, seuls des aventuriers ont disparu. Ce qui convainc l'équipe du danger que courent leurs amis, qui décident de prendre le risque et d'entrer quoi qu'il arrive. Pendant que les protagonistes semblent profiter d'un bon repas et de boissons, accompagnés des regards tordus des villageois. Et ils ne font qu'en soupçonner la raison. Ils sont curieusement très silencieux. Ce à quoi le vieil homme leur explique que c'est parce que leur dialecte est très différent de celui que tout le monde connaît. Et c'est ici que Shin intervient, essayant d'interroger le géant pour savoir s'il poursuit Percival ou sa relique, car ce sale type l'observait beaucoup. Cependant, le vieil homme, qui ne tarde pas à reconnaître qui est vraiment le renard, lui demande de parler en privé. Ce que Shin accepte sans problème, tandis que Percival s'en fiche et veut juste continuer à manger. Cependant, comme on le voit tout de suite, il semble que cette nourriture n'est pas une origine très agréable et qui sait si la viande n'est pas un peu trop familière. Pendant ce temps, le vieil homme semble avoir endormi Shin. Il ne reste donc plus que le reste de l'équipe qui, avec le chasseur, cherche à détruire le sceau du village en attaquant le noyau visible de l'extérieur, et qui sert à dissimuler la véritable forme des créatures. Cependant, tu es avec le chef dans les parages, ce sera trop dangereux. Mais cela n'a aucune importance pour Nassien et Anne. Ils essaient tout de même de faire confiance au chasseur, qui finit par leur révéler que sa motivation pour les aider, eux et tous ceux qui s'approchent de ce danger, c'est qu'il a perdu son bébé il y a longtemps, dans un village qui a également été attaqué par des monstres. Cela rappelle à la jeune fille la relation avec son père, et en utilisant sa capacité, elle découvre en plus que l'homme ne ment pas. Alors il décide d'agir, cependant, pour une raison quelconque, le chasseur ne peut pas entrer dans le seau et les laisse continuer seuls. Pendant ce temps, il fait un peu office d'appât. Mais ici, Anne décide qu'il est temps de reprocher à Percival son attitude désinvolte, qu'elle souhaite elle-même aider à changer. Surtout parce que le rêve du petit est de devenir un chevalier sacré. Cependant, la première personne qu'il rencontre est Donnie, qui se tord de douleur apparemment à cause de ce qu'il a appris. Alors Nassien décide de s'occuper de le soigner pendant que la jeune fille doit continuer. Cependant, un peu plus loin, elle tombe sur Perceval en train de se faire frapper. Et même si elle a envie de l'aider, cela attirerait trop l'attention. Alors, même si elle le souhaite, elle doit supporter et continuer d'avancer jusqu'au cœur du seau. Elle donne toute sa force, ainsi que celle du cheval, ce qui n'est pas la même chose, tu sais. Pendant ce temps, tout près, Nassien parvient à calmer la douleur de Donnie avec des sorts assez basiques. En fait, il tombe sur Perceval et découvre que 1. Donnie a seulement eu des problèmes d'estomac pour avoir trop bu. 2. Perceval était simplement en train de lui apprendre à se défendre. A los sonrisitas del pueblo. Même le protagoniste s'est fait un ami appelé Dolchomonte. Car, pour une raison quelconque, le protagoniste peut comprendre et parler le dialecte de ces gens, comprenant qu'ils sont plus qu'aimables. Cependant, pendant que cela se passe, Anne parvient à déplacer la pierre, qui, en tombant, finit par se détruire complètement. Et même si elle a failli mourir écrasée. C'est ainsi que tous les habitants du village retrouvent leur véritable forme, celle que nous connaissons comme des démons, ce qui surprend tout le monde. Pendant ce temps, le chasseur apparaît et révèle sa véritable identité, comme l'un des chevaliers d'Arthur qui, grâce à l'équipement, peut maintenant éliminer les démons. Et c'est elle qui se rend compte que quelque chose ne va pas, car ces créatures ne les attaquent pas. Même en voyant Dolchomonte, c'est tout le contraire de ce qu'a dit le chasseur, à propos de créatures agressives et de bêtes tueuses.
Fait important, ni Doni ni Nassien ne savent de quelle race sont ces créatures. Ils ne les ont jamais vues. Alors le vieil homme apparaît pour leur dire qu'avoir levé le sceau permet à l'ennemi de les envahir. Il fait justement référence à Arth. Il cherche à éliminer les démons qui restent encore en Britannia. Il rappelle à tout le monde qu'ils étaient l'ennemi de l'humanité il y a 16 ans. Cela surprend tout le monde. Cependant, le vieil homme précise que ce groupe en particulier a choisi de s'éloigner du combat et de vivre paisiblement. Mais Ar n'accepte pas cela. Et en utilisant une sorte de cage, il parvient à tous les enfermer. Perceval ne comprend pas où son ami a été emmené. En l'observant de près, le chevalier s'en aperçoit. Que l'enfant est justement le cavalier qu'ils ont découvert il y a quelques jours. De plus, il possède une relique beaucoup trop importante. Et s'il considère les démons comme des alliés, cela ne fait que confirmer la prophétie selon laquelle il sera chargé de détruire le monde. Il doit donc l'éliminer sur le champ. Cependant, Anne s'interpose en lui disant que ce n'était pas le plan. Cette remarque parvient à l'affecter. Pourtant, Bessil ne peut pas s'arrêter. Malgré tout, il n'est pas le plus habile. Il décide donc d'appeler son compagnon, qui est cette créature géante. Et pour couronner le tout, il utilise de la magie de haut niveau. Ce qui fait que Perceval se retrouve vraiment acculé, car son épée n'arrive pas à blesser un ennemi qui résiste énormément. Cependant, pendant que cela se passe, nous voyons que le petit cheval essaie de se cacher. Il tombe sur Shin, qui semblait auparavant empoisonné ou quelque chose comme ça, mais il dormait simplement. Et c'est le moment, pour la 10e fois, qu'ils réagissent à la situation, pendant que les autres ne peuvent même pas intervenir dans le combat à cause de l'ampleur du combat. Alors Anne décide de confronter le chevalier, qui a réussi à lui mentir malgré sa compétence. Cependant, il lui avoue qu'il a toujours dit la vérité. Aussi bien sur le fait d'être un vieux chasseur que d'avoir perdu sa fille, un bébé, à cause des horribles démons. Et même s'il était son allié au début, il ne s'attendait pas à ce que l'un des enfants, qu'il soit un cavalier de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi il ne peut pas s'arrêter, sachant les dégâts que causent les démons et ce qu'il a dû vivre pendant la Grande Guerre. Il n'a donc pas d'autre choix que d'en finir avec Percival, qui est gravement blessé. Cependant, Shin apparaît pour corriger sa technique, car il doit combiner sa magie avec l'épée pour augmenter la puissance, la triplant même. Et comme le nain s'adapte rapidement, il parvient à prendre le contrôle du combat, arrachant sans problème les 2 cornes de l'ennemi. Cependant, il baisse sa garde, et cette créature essaie de le dévorer. Mais Nassiens profite de l'état de la bête, et avec ses sorts, parvient à l'endormir, sauvant le héros. Pendant ce temps, le chevalier, sans autre issue, finit par s'échapper des lieux, ou comme il aime l'appeler, une retraite stratégique. Cependant, les démons restent encore scellés, et le héros ne peut pas le laisser s'échapper aussi facilement, ce qui surprend le vieil homme, qui commence à comprendre sa façon de penser, du soi-disant enfant idiot. Car même si une race comme les démons a une si mauvaise réputation, comme dans toute communauté, il doit y avoir de bonnes créatures. De la même manière, il y a aussi de la méchanceté chez les humains, comme son père qui a tué son grand-père. Alors le vieil homme se demande à quel point la prophétie de ce cavalier est réelle. Quoi qu'il en soit, tout le groupe arrive jusqu'au possible refuge de l'ennemi, qui s'avère être cette grotte remplie de cristaux d'une qualité incroyable où il pourrait facilement devenir riche. Et on voit Doni avec une grande confiance qu'il n'a que lorsqu'il y a des gens puissants à ses côtés. En fait, selon Nassiens, et comme nous l'avons vu, ce type n'est pas très doué au combat. Un avantage pour eux. Mais il n'a pas non plus montré sa magie, qui pourrait être son atout caché. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à entendre sa voix, reconnaissant qu'il n'est pas le plus fort. Mais il découvre la vérité derrière son pouvoir. C'est un sort à effet lent, où toute créature, dans un rayon de 50 yards autour de lui, commence à remonter le temps jusqu'à son stade de bébé. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas éviter. Alors tout le monde commence à voir leur transformation vers un stade où ils ne pourront même plus utiliser la magie. De plus, leur attitude, leurs souvenirs et leur personnalité redeviennent ceux d'un simple enfant. Et même si cela n'affecte pas Aang aussi rapidement que les autres, qui sont un peu plus petits, tous auront le même destin. C'est l'occasion parfaite pour le chevalier d'en finir avec le cavalier de la mort, qui, même en tant que bébé, ne pleure même pas. C'est un type fort. Malgré tout, il est très difficile de venir à bout d'une créature, si innocent que, même sans rien comprendre, il montre un attachement à l'épée et une grande force pour ses 4 kilos, et il ne se rend pas. Il essaie de se battre autant qu'il peut, avec une tendresse abominable. Pendant ce temps, Aang, encore bébé, essaie aussi de l'arrêter. Mais même si cette petite fille lui rappelle sa fille bien-aimée, morte dans ses bras, c'est ce même traumatisme qui l'empêche de laisser quelqu'un d'autre vivre quelque chose de semblable. Et selon la prophétie, c'est ce qui arrivera si les cavaliers restent en vie. Pendant que Perceval, même sous cet aspect, essaie de protéger la fille.
Quel champion, ce petit! Et grâce à toute cette distraction, ils gagnent assez de temps pour que le vieil homme arrive, heureusement, car il semble ne pas souffrir des effets de la magie. Cependant, on ne tarde pas à comprendre ce qui se passe, car le vieil homme lui-même le confronte en découvrant que ce chevalier d'Arthur est dans cette grotte parce que les cristaux qui se trouvent partout ont la capacité de se connecter avec le monde des morts. Et c'est ce qu'attend le plus un père qui a perdu sa fille de façon aussi horrible, lui répondant aussi que les effets de son pouvoir rendent 1 an de vie par minute. Et c'est pour cela qu'il a été si facile pour les protagonistes de revenir 10 ans en arrière. Mais le vieil homme a 3000 ans au compteur, ce qui nécessite au minimum 3 jours pour faire effet. Donc évidemment, il n'est pas humain. Il lui propose qu'il peut lui rendre sa fille pour un temps s'il lève le sort qu'il a jeté sur les enfants. Quelque chose. Ce en quoi le chevalier n'a pas trop confiance jusqu'à ce que la révélation arrive. Et en fait, le vieil homme cache sa véritable identité. Il est Gunther des péchés capitaux, capital. Que pour ces chevaliers, ce sont les ennemis jurés de leur chef, Arthur. Ils ne cherchent pas à causer des problèmes. Luxure menait une bonne vie et protégeait les démons voulant vivre en paix. Comme l'a dit Alvarez, il ne fait rien. 3. Mais c'est sans qu'il s'en rende compte. En créature. Et il avoue qu'il a une capacité qui lui a permis de transformer. Capacité, comme Con todo esto, Arbeck sabe dans lequel il est. C'est même celui qui est un animal. Une impasse où, sous toute la pression, il finit par menacer de jeter le petit dans le vide, car ça, Conan ne le ferait pas puisqu'il l'aime beaucoup. Alors Gunther utilise la méthode classique et recrée le bébé du chevalier. Celui-ci ne peut rien faire, c'est littéralement la motivation de sa vie, et même s'il sait que c'est une illusion, elle est basée sur ce dont il se souvient de sa petite fille. Même si les caresses et la chaleur de son corps sont fausses, il ne peut pas décrire une meilleure sensation que ce moment. Il se calme complètement et parle avec le péché en disant qu'il va simplement rendre les enfants à leur état normal, puisqu'il a accompli son objectif de vie qui, des années auparavant, lui avait été promis par Arthur s'il rejoignait son groupe de chevaliers. Cependant, il a toujours douté que son chef tienne vraiment sa promesse et ne lui montre pas une simple reconstitution pour le rassurer. Alors il remercie Gunther tandis qu'il semble que tout va bien se terminer. Cependant, à l'horizon, 2 flèches imprégnées de magie s'approchent, l'une visant Percival pour laquelle Gunther prend des risques sans se soucier de rien, et heureusement parvient à mettre le petit en sécurité. Cependant, sa force n'est pas suffisante pour défendre Ankh de la seconde attaque. Et c'est Arbez qui, laissant sa fille, décide de sauver la petite fille qui s'en sort indemne. Cependant, le vieil homme n'a pas cette chance et se retrouve avec une blessure qui lui traverse le corps. Avec les mots « que tu aies une bonne vie », il fait ses adieux au monde. Pendant ce temps, ce qui semble être un espion finit par être éliminé par Shin, qui, comme nous le savons déjà, est connu de Gunther. Celui-ci utilise son sort et parvient à détecter d'où vient l'attaque et qui l'a lancée. C'est un groupe de chevaliers d'Arthur, alors la Luxure leur envoie un cadeau de remerciement inattendu pour l'ennemi. Les chevaliers, se disputant pour ne pas avoir éliminé les cavaliers, réalisent donc qu'ils seront désormais recherchés. Ils doivent donc faire attention car Ironside, Talis, Kerry et Arbez ont perdu. Est-ce parce qu'ils ont sous-estimé ses enfants? Mais voici la flèche de Gunther, qui n'est pas très normale et qui est contrôlée. Alors l'archer décide de contre-attaquer à nouveau. Cependant, il n'arrive même pas à la toucher, et au contraire, elle s'attache à son corps. Ce qui, au début, semblait n'avoir aucun effet. Mais comme nous le savons, Gunther contrôle l'esprit, poussant la personne à attaquer ses compagnons qui trouvent ce type de magie intéressant. Quand cela suffit, ils éliminent leurs compagnons sans problème car un chevalier de plus ou de moins n'a pas d'importance. Ils savent seulement qu'ils devront affronter les protagonistes qui, à ce moment-là, sont en train de se réveiller sans vêtements et où tout le monde devient assez nerveux. Percival ne sait pas où se trouve l'objet pour libérer Dolcemont. Cependant, Gunther maîtrise la situation en libérant instantanément sa communauté, qui peut maintenant continuer à vivre normalement. Et même ses habitants encouragent Percival à venir quand il le souhaite. Pendant que le péché lui raconte ce qui s'est passé avec le chevalier, et même s'il essaie de lui mentir pour ne pas la faire se sentir mal, cela ne fonctionne pas. Et la jeune fille, en quête de vérité, finit par aller très mal, tant la vie a été tragique pour Arbeg. Même après avoir pleuré un peu et avoir été consolé par ses amis, ils doivent continuer leur chemin seuls, car pour Gunther, son travail avec les démons est le plus important. Cependant, en cas d'urgence, il sera là pour les cavaliers et pour les gens de bien. Mais ici, Shin est plus pressé car il craint d'être rattrapé par l'ennemi. Cependant, Ankh va toujours très mal à cause de ce qui s'est passé. Alors Shin détruit le seul objet souvenir qui lui restait, car comme nous l'avons vu, ils sont très dangereux. Pourtant, la fille s'énerve davantage et remet en question l'utilité du renard, doutant qu'il soit du côté des gentils, puisqu'il ne sert à rien au combat.
alors que c'est grâce à sa stratégie qu'ils sont arrivés là. Malgré tout, Shin est celui qui finit par s'excuser, car cela le fait réfléchir. S'il est vraiment un fardeau, heureusement, il parle avec Perceval, qui dit toujours ce qu'il pense, et celui-ci est heureux simplement d'avoir sa présence à ses côtés. Du coup, les choses se calment et la fille retrouve sa motivation. Car tout ce spectacle était la solution de Shin à la dépression d'Aang. Donc tout va plutôt bien pour continuer. Si ce n'était pas parce que maintenant, nous avons la grande forêt emmêlée, dont Perceval se souvient que son grand-père lui a souvent parlé, et que d'après Shin, serait l'endroit idéal pour piéger le groupe d'assassins. Pendant ce temps, à Camelot, les hauts gradés ont déjà appris que Gunther est intervenu et a tué l'un de leurs chevaliers. Car, comme nous le verrons plus tard, cette fille qui semblait être une victime peut se cloner. Alors Arthur donne la liberté aux ténébreux d'intervenir s'il le souhaite. Du moment qu'il obtient des résultats, bien sûr, ou qu'il lui trouve une petite amie. Une demande étrange en tout cas, les assassins arrivent dans la forêt et sentent 4 sources de magie, pensant que les protagonistes veulent les séparer. Cependant, les chevaliers restent confiants et partent chacun de leur côté, ignorant que la magie provient de Mini Percival. Et les protagonistes attendent dans une zone que les ennemis mordent à l'hameçon pour les éliminer un par un en supprimant leurs propres traces. Grâce à une compétence de Shin, qu'il a d'ailleurs apprise dans la forêt des fées, je vous laisse deviner. Pendant ce temps, Nascience goûte l'un des ingrédients qu'il a obtenu dans le village des démons, ce qui excite tout le monde. En tout cas, le premier chevalier tombe dans le piège, alors toute l'équipe l'attaque. Cependant, le type semble seulement s'intéresser à Percival, même s'il n'arrive pas à savoir lequel c'est à cause de sa petite taille. Alors il libère simplement son pouvoir contre tout le monde. La lévitation de Donnie simplifie la situation, qui se conclut par une contre-attaque en reconnaissant qu'il est doué. Ici, il utilise sa sorcellerie et Shin les avertit de recouvrir leurs armes de magie. En fait, ce type peut faire en sorte que n'importe quel matériau ou objet perde sa résistance, ce qui fait que ses coups infligent beaucoup plus de dégâts. Sans avoir besoin d'être le plus fort, il profite du fait que Donnie doit maintenir l'arbre immobile, tandis que Percival, qui se précipite, est également blessé. Cependant, ici Nascience brise sa garde et reçoit le coup. Il se rend compte que, grâce à l'ingrédient qu'il a pris, les effets de cette magie n'ont aucun effet sur lui. Il en profite pour utiliser son reflet, renvoyant l'attaque et donnant à Percival l'occasion de prendre son adversaire par derrière, éliminant ainsi l'un des chevaliers. Mais il reconnaît que ce qui les attend sera difficile. Alors le héros utilise maintenant sa magie pour les déplacer à grande vitesse. Mais Shin lui reproche le fait que, en plus de les avoir soignés, il continue de défendre l'ennemi. Et pour Percival, tuer n'est pas une option pour le moment, même s'il doit pousser un peu plus sa magie. Il va le faire, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, perdant de la vitesse dans le processus, tandis qu'ils parviennent à rattraper les 2 ennemis qui arrivent sur l'une des créatures du purgatoire qu'Arthur leur a donné. Ce sont des informations que Shin nous donne. Alors Percival fait ce qu'il peut pour utiliser sa magie. Cependant, il utilise ce qui lui reste pour éviter qu'il ne meure de la chute, mettant en jeu le plus fort et Nascience, qui commence à ressentir les effets secondaires du médicament. Ainsi, les 2 plus faibles doivent s'en charger, essayant d'abord de demander leur nom, mais eux choisissent de ne pas répondre. Cependant, il semble que Shin les connaisse très bien, lançant des noms, voire des détails qu'ils n'auraient pas dû connaître. Enfin, ils finissent par se provoquer mutuellement, surtout Anne avec sa rivale, ce qui se termine en crépage de chignon. Pendant ce temps, Donnie est plus qu'effrayé, car son rival est un géant, et son avantage de lévitation n'est pas suffisant. Face à l'explosion d'énergie ennemie couvrant une vaste zone, Shin transmet cette information. Les filles, elles, mobilisent toutes leurs compétences. Le renard lui montre que le point faible de la fille à la poitrine généreuse est le bâton de pouvoir. En suivant ses conseils, ils commencent à gagner du terrain. En fait, au point qu'Anne parvient à retirer le bâton de son ennemi avec précision, et elle libère son sort, qui est de se cloner. Cependant, Anne n'hésite pas une seconde, et grâce à sa pouvoir du mensonge, elle la vainque sans problème. Pendant ce temps, Donnie, qui n'a que son couteau, ne peut s'empêcher de fuir, fidèle à lui-même. Cependant, lorsque l'ennemi accepte de se battre uniquement avec ses armes, le visage de Donnie change complètement, et il décide de se battre. Là, démontrant ses talents latinos, il manie le métal avec une fluidité remarquable, blessant son adversaire et attisant sa rage. C'est le moment d'attaquer avec de la magie, mais sa lévitation n'est pas très puissante. Et là, reprenant la phrase de Scanor, Shin lui demande qui l'a décidé, c'est-à-dire qui a décidé que son pouvoir soit faible, lui montrant que les sorts fonctionnent avec l'imagination de celui qui les lance,
et que s'il veut quelque chose de puissant, il doit simplement l'imaginer. Alors au moment où il arrête de voir petit et réalise qu'il peut y arriver, il jette son ennemi comme une ordure. Il change donc sa capacité de lévitation pour de la télékinésie et de la bonne, afin que le combat soit plus équilibré et qu'on voit qu'à partir de maintenant, l'équipe va évoluer. Ainsi, après avoir surpris tout le monde en montrant que sa capacité n'est pas la lévitation, mais bien une véritable télékinésie, ils célèbrent leur petite victoire. Sans oublier de reconnaître que, en grande partie, le succès est dû aux indications de Shin. Ce n'est pas fini, car le chevalier surnommé l'Immortel ne sera pas facile à vaincre, surtout avec cette soudaine montée de puissance. La confiance de l'équipe a vraiment augmenté. Cependant, une présence qu'ils ne parviennent pas à ressentir apparaît et parvient à lui enlever la relique de Perceval, suivi d'un coup à la tête qui l'endort pendant quelques minutes. Heureusement, Donnie ne lui facilite pas autant la tâche. L'objet, mais avec sa présence, on devine que ce chevalier, du nom de Fidik, est le plus fort de l'équipe, mais surtout le plus intelligent. Il étudie la capacité de Donnie et même jusqu'où il peut accéder à son pouvoir. Et même s'il décide de réprimander ses camarades, il préfère se venger de ce que les cavaliers leur ont fait. Et même s'il s'agit d'enfants, il les fera souffrir d'une manière telle qu'ils préféreront la mort. Pendant ce temps, l'autre chevalier que Perceval a laissé en vie apparaît sans aucun changement, malgré le fait d'avoir été sauvé. Donc, ça s'annonce mal, car il utilise un peu de sorcellerie. L'équipe retrouve toute sa vitalité et sa puissance, tandis que les protagonistes sont au plus mal et sombrent dans le désespoir. C'est donc le bon moment pour que tout le monde commence à se lamenter et à faire ses adieux. Pendant ce temps, Shin ne peut qu'observer Perceval et voir comment il va réagir. Comme toujours, c'est un enfant déterminé qui refuse de perdre ses compagnons. Et même s'il doit utiliser uniquement son propre pouvoir, il cherchera un moyen de gagner. Et c'était la réponse que cherchait Shin, qui, en lui donnant de la motivation avec ses amis, le conduit au combat. Il lance donc une attaque assez puissante. Ce qui, dans l'état actuel de Perceval, relève du miracle, mais ne représente pas grand-chose pour ses ennemis. Cela dit, avec cette montée d'adrénaline, tous les enfants reprennent courage, faisant comprendre à Fidik qu'une partie de la motivation de tous vient de ce cavalier nain. Il lance donc une attaque groupée qui semblait viser Perceval. Cependant, en réalité, il visait le véritable chef, sans qui ses enfants ne seraient jamais allés aussi loin. Ainsi, le renard se retrouve entouré d'ennemis, tandis qu'il lui demande comment il en sait autant sur eux, lui proposant même un marché. S'il leur donne de bonnes informations, il n'aura pas une mort aussi douloureuse. Cependant, Shin répond avec une contre-offre. Il leur donnera les informations dont ils ont besoin s'ils laissent ses enfants s'échapper. Ils ne peuvent pas accepter cela, car c'est la mission de leur roi Arthur. Tout cela tandis que les autres ne peuvent rien faire pour entrer dans cette sorte de cellule imprégnée de magie et très puissante. Ainsi, en faisant ses adieux à Perceval, il lui dit qu'ils ne se reverront plus, nous laissant entendre qu'il accepterait son destin. Et c'est ce qu'il fait, mais pas sans se battre, car il finit par être plus rapide que l'éclair. Pendant ce temps, l'un des chevaliers est littéralement criblé de flèches mystérieuses. Et c'est là qu'il commence à démontrer sa supériorité, obligeant l'ennemi à paniquer. Ce qui les pousse à libérer de la magie dans une zone aussi restreinte, ce qui est évidemment une mauvaise idée et nous donne l'occasion de voir l'apparition de Shin sous sa véritable forme. Comme Lancelot, l'archer, qui parvient avec ses mains nues à lui remuer sérieusement les organes. Et là, le chevalier, désormais désespéré, lui demande de lui dire son nom, mais en entendant Lancelot, il ne le reconnaît pas. Parce que littéralement, aucun ennemi de ce guerrier ne peut s'échapper sans mourir, et encore moins raconter son histoire. C'est un mystère pour Fidik, qui ne sait même pas comment cela fonctionne, car il y a une grande variété, y compris la capacité de changer de forme. Il ne lui reste donc plus qu'à attaquer directement avec une tornade et quelques attaques au corps à corps, que le renard parvient à esquiver sans trop d'efforts, à tel point qu'il commence même à se renseigner sur un chevalier et un forgeron qu'il recherche. Cela lui laisse le temps de tout faire, ce que l'ennemi ignore et qu'il ne lui dirait pas, puisque Shin peut lire dans les pensées. C'est quelque chose d'important pour tous ceux de l'équipe qui ont pensé du mal de lui, à l'exception de Perceval, s'il arrive à bien parler. Ainsi, se sentant complètement dépassé, il décide de s'enfuir à cheval. Au moins, il pourra prévenir les autres à propos de cet ennemi qui jusqu'à présent reste secret pour tout le monde. Cependant, Lancelot, utilisant seulement le couteau de Donnie, lance une attaque éclair si puissante qu'il désintègre complètement l'ennemi. C'est quelque chose qu'Arthur ressent lorsque son pendentif est détruit. Alors, pour la première fois, il sent qu'il doit mettre de côté sa recherche d'une petite amie et prendre les chevaliers plus au sérieux, lesquels, en ce moment, sont justement en train de réfléchir au mystère que représente leur nouveau compagnon, ou ancien compagnon, ce que le renard essayait justement d'éviter.
la méfiance de son équipe. Jusqu'à ce qu'il entende les pensées de Perceval, soulagé que son ami aille bien et qu'il ne l'ait pas perdu comme son grand-père. Il se calme donc et décide de se présenter à tous comme l'un des guerriers du grand roi de Lyons, dont la mission est de protéger et d'escorter le jeune cavalier et ses compagnons jusqu'à la grande ville. Il met ainsi à l'épreuve la détermination de cette équipe si improvisée, et tout en parlant, il offre une sépulture décente au chevalier. Ainsi, Nazien se rend compte que des créatures possédant de telles capacités viennent normalement du royaume des fées, ce qu'il ne nie pas et qui sera important, mais il change de sujet lorsque Perceval veut qu'il lise ses pensées, qui sont quelque peu particulières. Mais ce n'est pas le moment de jouer car Pelgar revient régler ce qu'ils avaient laissé en suspens il y a longtemps. Mais Lancelot, qui ne peut pas laisser les autres voir plus de son jeu, est obligé d'utiliser à nouveau l'un de ses sorts, les transportant tous directement à la grande ville de Lyon, où le prochain objectif est de rencontrer le grand roi. Cependant, les deux paysans s'étonnent de tout, que ce soit les bâtiments, les gens ou autre chose. Alors Lancelot, qui fait office de guide, décide de se présenter aux gardes du château qui lui disent que le roi se promène en ville. Correction. Lors d'une tournée d'affaires en ville, quelque chose d'aussi ennuyeux que ça, à peine ont-ils baissé la garde que Perceval disparaît et continue à découvrir la ville, où il tombe sur un vieil homme qui nous est assez familier, appelé Dreyfus la chèvre. Celui-ci, souffrant d'un mal de dos dû à son âge, finit par être aidé par Perceval, qui l'aide à porter ses affaires jusqu'à la taverne du Cochon, située au bout de la rue. Cependant, en chemin, il rencontre ce qui semble être un enfant assez empathique. Et ce n'est pas tout, il prend confiance en voyant l'objet qui l'accompagne, se présentant comme Méliodas, la bête et le propriétaire de la taverne qu'il cherche. Une surprise incroyable, mais pas autant que la nourriture qui l'attend, qui semble délicieuse mais qui concentre les pires saveurs qu'une personne puisse goûter. C'est ainsi que Perceval perd connaissance, allant même jusqu'à voir son grand-père décédé, tandis que le reste de l'équipe le cherche partout. Lancelot quitte le groupe pendant que le protagoniste se réveille dans son lit. C'est ainsi que le roi Méliodas sait son nom grâce à son casque et à son insigne, évoquant même son grand-père Vergis. Quelque chose qui semble suspect à Perceval, mais quand il lui avoue qu'il est Méliodas, le roi de Lyonesse, Perceval éclate de rire, parce qu'il ne peut pas croire qu'un enfant pratiquement de sa taille soit le chef. Malgré tout, cela lui est égal, il ne tente pas de s'expliquer et se contente de lui souhaiter la bienvenue, rendant l'échange plus sérieux. Car le protagoniste lui demande s'il est vraiment l'un des cavaliers de l'Apocalypse qui va détruire le monde, si Arthur est vraiment le méchant. Et pourquoi son grand-père a-t-il dû mourir ? Pourtant, il ne lui répond rien et décide simplement de l'emmener faire une promenade. Un type incroyable. J'espère qu'il aura sa propre série un jour. En fait, il l'emmène voir Dreyfus et Hendrickson, qui se révèlent être très gentils, même s'ils sont un peu trop enthousiastes à l'idée de l'étudier. Il se dirige donc à la forge de Hauser, que nous avons déjà vu il y a quelques épisodes, mais surtout, on voit l'équilibre qui règne dans la ville, avec toutes les races vivant en harmonie. Même ici, les géants font un peu office d'Uber, donc ça se termine avec un très beau panorama de la ville. Pendant ce temps, Perceval demande s'il n'y a pas de démons ici, car il en a rencontré de très gentils. C'est un peu confus pour Méliodas, et même Perceval essaie de lui faire une blague en parlant le dialecte démoniaque. Mais le roi se révèle encore plus malin, parce qu'il connaît aussi ces choses-là. Cela marque le début d'une bonne relation entre ces deux-là, car Perceval semble reconnaissant de pouvoir être dans un endroit où il ressent autant de paix et de tranquillité. Cependant, Méliodas l'arrête, car selon lui, ce bonheur prendra bientôt fin. Il lui demande directement son aide pour sauver le monde, en fait, pas seulement à lui, mais aussi aux 4 chevaliers de l'Apocalypse. Le petit lui dit de ne pas trop se fier à lui, car sans son équipe, il n'aurait même pas atteint la ville. De plus, la prophétie dit qu'ils seront les destructeurs du monde, pas les sauveurs. Cependant, Méliodas dit qu'on ne lui a pas raconté la partie la plus importante de l'histoire. Mais ils sont interrompus par quelques problèmes qui surviennent à Méliodas. Il doit donc s'éclipser. Cependant, Perceval avait déjà disparu. En poursuivant une sorte d'objet magique qui apparaissent dans le ciel, il finit par entrer en collision avec cette fille aux cheveux roses appelée Isolde. Cependant, en touchant une zone qu'il n'aurait pas dû, la fille qui l'a gardée pour quelqu'un de spécial décide de l'achever pour ce péché si grave. Pendant ce temps, plus loin, les camarades de la fille voient qu'ils poursuivent le garçon et en remarquant qu'il porte l'objet qui appartenait au chevalier d'Arthur, ils le considèrent comme complice ou ennemi et décident de l'arrêter. Surtout ce type qui semble avoir beaucoup de colère contre ses chevaliers, alors il se présente simplement. Et avant que Perceval ne puisse se défendre, le plus grand utilise sa capacité, qui affaiblit sa respiration et lui enlève la parole. Alors tous commencent à l'attaquer sans raison. Et avant de les capturer comme il se doit,
Et comme le suggère ce gars à la perruque, il décida de le tuer. Ignorant sa puissance, il affronte la fille qui dévoile bien des surprises. Cependant, dès que Percival utilise un peu de son pouvoir, la malédiction qu'on lui avait jetée a littéralement peur de lui et s'échappe de son corps comme elle peut, lui rendant sa voix. Pendant ce temps, l'attaque de la fille est renvoyée avec une telle intensité qu'elle met Isolde à terre. Et maintenant, c'est le gars à la perruque qui, pour défendre sa femme, utilise sa magie des ténèbres, tandis qu'il ne laisse pas le garçon s'expliquer. Avant qu'il ne l'attaque, le reste de l'équipe arrive pour le défendre. Mais cet émo, en utilisant à nouveau la malédiction contre tout le monde, les affecte complètement, et ils sont gravement blessés, ce qui fait perdre la raison à Perceval. Et tandis que les guerriers chantent leur victoire, le niveau d'aura de l'enfant commence à augmenter dangereusement, alors qu'il récite des mots dans une autre langue. Ce qui aurait pu être une explosion si cette fille nommée Tristan n'était pas apparue à ce moment pour calmer les choses. De grands personnages que nous connaissons déjà et découvrirons davantage à l'avenir. C'est ainsi que s'achève le chapitre 17 de Nanatsu no Taisai. Pour être honnête, jusqu'à présent j'adore son histoire, mais elle a perdu un peu du niveau d'animation qu'elle avait. Espérons qu'il le retrouve dans les prochains chapitres à venir. Concernant les visages, l'histoire me plaît, et j'espère qu'elle vous plaira aussi car elle le mérite. Pour ma part, rien de plus. À 400 commentaires, je posterai immédiatement la suite. Merci de regarder. Et comme l'a dit mon père, je vous laisse.